Bonjour, je suis Hassan Banen, professeur de SVT. On continue le traitement du sujet 2019 option SVT et on va enchaîner avec l'exercice numéro 3. Bien. Les phlox sont des plantes herbacées dont les fleurs présentent une grande diversité des couleurs et des formes, d'où son importance en horticulture. Dans le cadre de l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires, la couleur et la forme des fleurs chez le phlox, on propose les données suivantes. La couleur des fleurs peut être blanche ou crème. Les bords des pétales peuvent être de différentes formes, à savoir la forme normale, frangée ou cuspide, voir document ci-contre, aussi dessous. Comme vous voyez ici, nous avons la fleur à bord frange, donc c'est un phénotype intermédiaire entre le bord normal et le bord cuspide. Donc le tableau suivant présente les résultats des croisements réalisés chez le phlox. Donc nous avons ici deux croisements, donc le croisement numéro 1 et le croisement numéro 2. La question est la suivante. Que déduisez-vous à partir des résultats des deux croisements 1 et 2? Donc nous avons des symboles à utiliser pour la couleur des fleurs, le grand B et le petit b, pour la forme cuspide, grand C au petit c, et pour la forme normale, grand N au petit n. Donc si on vous demande de déduire des informations à partir des croisements, donc on doit faire sortir les éléments suivants. On doit faire sortir le type d'hybridisme. La première génération est-elle homogène ou non, pour savoir est-ce que la première loi de Mendel est vérifiée ou non, et aussi la relation entre les allèles. En ce qui concerne le croisement numéro 1, entre plantes à fleurs blanches et plantes à fleurs crème, donc il s'agit d'un monohybridisme. La génération F1 est homogène et porte le phénotype blanc. Ça veut dire que la couleur blanche est dominante, crème est récessive. Pour le croisement numéro 2, c'est un croisement réalisé entre des plantes avec fleurs à bord normaux et plantes avec fleurs à bord cuspides. Donc la première génération F1 est homogène et présente un aspect intermédiaire. Donc, il s'agit d'un monohybridisme aussi. La F1 est homogène, donc les parents sont de race pure, la première loi de Mendel est vérifiée, et l'apparition d'un phénotype intermédiaire entre les phénotypes parentaux montre qu'il s'agit d'une codominance. Dans ce cas, on va choisir le symbole grand N pour la forme normale et grand C pour la forme cuspide. Donc la réponse attendue est la suivante. Déduction du croisement numéro 1, donc c'est un monohybridisme car il s'agit de l'étude d'un seul caractère. La génération F1 est homogène, donc les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel et l'allèle responsable de la couleur blanche est dominant, donc grand B. Celui qui est responsable de la couleur crème est récessif, donc il est matérialisé par la lettre petit b. Pour le croisement numéro 2, donc c'est toujours un monohybridisme, c'est l'étude d'un seul caractère. La génération F1 est homogène, donc les parents sont de race pure, selon la première loi de Mendel toujours, mais l'apparition d'un caractère intermédiaire, qui est bord frangé, indique qu'il s'agit d'une codominance entre les deux formes parentaux. Donc l'allèle bord normal est symbolisé par la lettre N majuscule, l'allèle bord cuspide est symbolisé par la lettre grand C. Donc le croisement numéro 3, c'est un croisement réalisé entre des plantes de race pure, qui sont plantes à fleurs blanches et à bords normaux, avec des plantes à fleurs crème et à bord cuspide. Donc toutes les plantes obtenues
à la génération F1 ont des fleurs blanches et bords frangés. Ça veut dire que la génération F1 est homogène. Sachant que les deux gènes gouvernant les deux caractères étudiés sont indépendants. Donc la question, c'est donner le génotype des plantes de la génération F1 qui sont issues du croisement numéro 3. Donc puisque la F1 porte la couleur blanche et bord frangé, donc la F1 est hétérogène, son génotype est le suivant. Donc c'est grand B, petit b et grand N, grand C. La question petit b, déterminer les résultats théoriques de la génération F2 issue de croisement entre les plantes de cette génération, qui est F1, avec une justification qui repose sur l'échiquier de croisement. Donc la réponse attendue est la suivante. Les phénotypes des parents, donc c'est grand B, grand N, C, c'est un caractère intermédiaire, de même pour l'autre parent. En ce qui concerne le génotype, c'est grand B, petit b sur grand C, grand N. De même pour l'autre parent. Donc ici, on a des gènes qui sont indépendants. Donc la formation des gamètes, il va nous donner 4 types de gamètes équiprobables, car on a ici un brassage interchromosomique. Donc nous avons grand B sur grand N, grand B, grand C, petit b, grand N et petit b, grand C. De même pour l'autre parent. Donc l'échiquier de croisement, il comporte 16 cases. Donc vous avez ici les gamètes d'un des parents de F1, les gamètes de l'autre parent. Donc ces cases, on va voir les génotypes, c'est-à-dire la rencontre des différents types de gamètes. Donc on aura les combinaisons suivantes. Voilà. Bien. Donc finalement, les résultats attendus sont les suivants. Donc nous avons grand B, grand N, grand C, c'est 6 16e, grand B, grand N, c'est 3 16e, grand B, grand C, c'est 3 16e aussi, grand B, petit b, NC, c'est 2 16e, petit b, grand C, c'est 1 16e, et petit b, grand N, c'est 1 16e. Un horticulteur cherche à produire des plantes bien commercialisées, à fleurs crème et à bords frangés. Donc la question, c'est donner le génotype des plantes que l'horticulteur cherche à produire. Donc la réponse attendue est la suivante. Le génotype des plantes désirées par l'horticulteur, c'est petit b, grand N et grand C. En vous basant sur les génotypes obtenus à la génération F2, proposez, en justifiant votre réponse, le croisement qui permet d'obtenir le plus grand ou la plus grande proportion du phénotype désiré. Bien. Donc le croisement qui donne la plus grande proportion du phénotype désiré, petit b, grand N, grand C, est le suivant. Donc on doit avoir des parents qui vont donner un seul type de gamète, qui est petit b, grand N, et l'autre parent, il va donner petit b, grand C. Donc les parents doivent être de race pure. Donc la justification est la suivante. Donc les phénotypes petit b, grand C, avec petit b, grand N, donc petit b sur petit b, grand C, petit b, grand N sur grand N. Ce parent, il va donner un seul type de gamète, et l'autre aussi, un seul type de gamète. La fécondation, il donne 100% petit b, grand N, grand C. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Donc, l'infection par le VIH se fait en plusieurs étapes. La dernière étape de cette infection est le sida, qui se caractérise par la déclaration de maladie opportuniste. La connaissance des mécanismes de la réponse immunitaire et l'étude de la réaction des individus contaminés par le VIH
permettent aux scientifiques d'envisager un vaccin contre le virus du sida. Le document 1 montre l'évolution du nombre des lymphocytes T4 et de la charge virale suite à l'infection par le VIH. À savoir que la charge virale, il correspond à la concentration du virus dans le sang. Elle est indiquée en nombre de copies de l'ARN viral par millimètre du plasma. Donc nous avons ici le document qui nous montre l'évolution du taux des lymphocytes T4 et la charge virale qui correspond au nombre de copies de l'ARN du VIH du plasma. Donc la question qu'on vous demande est la suivante. En vous basant sur le document numéro 1, le voilà, décrivez l'évolution du nombre des lymphocytes T4 et de la charge virale, puis déduisez l'effet de l'infection par le VIH sur la réponse immunitaire. Donc cette question, elle est composée de deux parties. La première, c'est une description. La deuxième, c'est une déduction. Donc si on veut décrire un document, on doit faire attention aux différentes composantes, à savoir l'axe qui est à gauche, il porte l'évolution ou le nombre des lymphocytes, T4, et nous avons l'autre axe qui nous donne l'évolution de l'ARN ou de la charge virale. Et nous avons aussi le temps. Donc ici, c'est les semaines, ici, nous avons les années. En ce qui concerne l'évolution des nombres de LT4, donc nous avons presque une seule évolution, qui est une diminution, avec de légères différences en ce qui concerne la vitesse de cette diminution. Donc, pour les lymphocytes T4, le nombre passe de 900 cellules par microlitre pour atteindre une valeur qui est inférieure à 50 après 10 ans. Mais pour l'évolution de la charge virale, donc cette évolution, on doit la découper en 4 parties. Nous avons ici, cette partie, il connaît une augmentation, donc qui s'étale de 0 à 6 semaines. Mais de 6 semaines à peu près 12 semaines, nous avons une diminution de la charge virale. Puis, pendant 8 ans, on a la stabilité de cette charge virale, mais après 8 ans, comme vous voyez, il y a ici une augmentation. Bien. Donc, la réponse qu'on vous attend est la suivante. Pour la description, le nombre des lymphocytes T4 a diminué progressivement après l'infection par le VIH. Il est passé de 900 cellules par microlitre à environ 50 cellules par microlitre après 10 ans de l'infection. Et pour la charge virale, a augmenté rapidement après l'infection pour atteindre son pic. Elle est entre 10 à la puissance 6 et 10 à la puissance 7 copies par millimètre de plasma après 6e semaine de l'infection. Et après, elle a diminué pour se stabiliser à une valeur entre 10 à la puissance 3 et 10 à la puissance 4 copies par millimètre de plasma. Après 8 ans, il a augmenté de nouveau pour atteindre une valeur supérieure à 10 à la puissance 7 copies par millimètre de plasma. Donc la déduction est la suivante. Donc l'infection par le VIH, il conduit à une diminution du nombre de lymphocytes T4, ce qui conduit à une diminution de la défense immunitaire. On continue. La communauté scientifique s'accorde actuellement sur le fait que, pour être efficace, un vaccin contre le VIH devra stimuler les réponses immunitaires spécifiques. Pour mettre au point un vaccin contre ce virus, des chercheurs ont réalisé l'étude suivante. Donc, pour tester le vaccin, 2 lots de macaques infectés par le VIH sont utilisés. Les macaques du premier lot
ont reçu une série de 5 injections de ce vaccin et les macaques du deuxième lot n'ont reçu aucune injection. Par la suite, les macaques des deux lots ont été exposés au virus et on évalue la proportion des lymphocytes T8 spécifiques du virus du sida dans le sang des macaques. Le document 2 présente les résultats de cette évaluation. Donc voilà le document numéro 3, plutôt 2. La question est la suivante. Comparer l'évolution des proportions des lymphocytes T8 spécifiques au VIH entre les macaques vaccinés et les macaques non vaccinés lors des 3 premières semaines. Puis déduisez la caractéristique de la réponse immunitaire expliquant la différence observée. Donc cette question comporte 2 parties. La première, c'est une comparaison. Et la deuxième, c'est une déduction. Pour la comparaison, donc on doit comparer l'évolution de LT8 chez les deux lots. Donc les macaques qui sont vaccinés, donc c'est le lot 1, elle est matérialisée par cette courbe-là, et les macaques non vaccinés du lot numéro 2 est matérialisée par l'autre courbe. Mais on doit faire attention. Cette évolution, c'est durant les 3 premières semaines. Pour les macaques qui sont vaccinés, on note l'apparition du taux de LT8 spécifique dès la première semaine. Donc après une semaine, vous voyez l'augmentation du taux des lymphocytes T8 spécifiques. Mais après 2 semaines, on obtient le maximum pour le taux de LT8 qui atteint une valeur comprise entre 6 et 7. Mais pour les macaques non vaccinés, donc après 2 semaines, il y a le début de la production des lymphocytes T8. Donc vous avez ici un retard d'1 semaine par rapport aux macaques qui sont vaccinés. Et après 3 semaines, la valeur maximale atteinte chez les macaques non vaccinés, donc elle est entre 1 et 2. Comme vous voyez, pour les macaques vaccinés, la production de LT8 est plus rapide et plus intense par rapport aux macaques non vaccinés, ce qui montre que la réponse immunitaire chez les macaques vaccinés est plus rapide et plus intense. Donc, nous avons ici l'importance de la mémoire immunitaire. Donc, la réponse attendue est la suivante. Chez les macaques vaccinés, la production de LT8 est plus rapide que chez les macaques non vaccinés. Début de la production de LT8 après 1 semaine de l'injection du VIH chez les vaccinés, contre 2 semaines pour les non vaccinés. Et chez les macaques vaccinés, la production de LT8 est plus intense que chez les macaques non vaccinés. Pourquoi? Car chez les macaques vaccinés, le pic de la production de LT8 est à 6,5 UA après 2 semaines, au lieu de 1,8 UA pour les non vaccinés. D'où la déduction et la caractéristique de la réponse immunitaire qui explique cette différence et la mémoire immunitaire. On continue, on mesure la charge virale chez les macaques des 2 lots après 8 et 24 semaines de l'exposition au virus. Les résultats des mesures sont présentés dans le document numéro 3. Le voilà. Donc la question est la suivante. Comparer la charge virale chez les macaques vaccinés et des macaques non vaccinés, puis déduisez l'action du vaccin expérimenté sur la charge virale. Donc toujours, c'est une question composée de 2 parties qui sont la comparaison et la déduction. Pour la comparaison, nous avons après 8 semaines et après 24 semaines. Donc après 8 semaines, on constate que
le taux de la charge virale est de l'ordre de 5, 10 à la puissance 4 chez les macaques vaccinés. Mais pour les macaques qui sont non vaccinés, le taux est de l'ordre de 25, 10 à la puissance 4. Ça veut dire que le taux chez les macaques non vaccinés est nettement supérieur 5 fois par rapport à celui des macaques vaccinés. Mais après 24 semaines, la charge virale varie légèrement chez les macaques vaccinés. Donc vous avez une légère augmentation, mais toujours presque 0,5, 10 à la puissance 4. Mais pour les vaccins, plutôt pour les macaques non vaccinés, la charge est doublée. Il passe de 10 à la 25 10 à la puissance 4 à peu près plus de 50 10 à la puissance 4. Donc il a presque doublé. Donc ceci, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que la vaccination, il réduit la charge virale. Donc la réponse attendue est la suivante. Pour la comparaison des taux de la charge virale chez les macaques, à la 8e semaine de l'exposition au virus, la charge virale chez les macaques non vaccinés est presque 5 fois plus importante que chez les macaques vaccinés. Après 24 semaines, la charge virale n'a pas beaucoup changé, n'a pas beaucoup augmenté chez les macaques vaccinés, alors que chez les non vaccinés, il s'est multiplié par 2. La déduction est: le vaccin expérimenté inhibe la multiplication du VIH. On continue. L'étude des mécanismes de la destruction des lymphocytes T4 infectés par le VIH par les lymphocytes T cytotoxiques permet de dégager 2 mécanismes conduisant à la mort de la cellule cible. Le document 4 présente ces 2 mécanismes. Notez bien, malgré la destruction des lymphocytes T4 infectés par le VIH, les macaques continuent à produire des lymphocytes T4 sains. Donc nous avons ici le document. Il nous présente 2 figures, la figure A et la figure B. Et nous avons la question numéro 4, c'est la dernière. En vous basant sur le document 4 et votre réponse aux questions numéro 2 et 3, expliquez le mécanisme d'action du vaccin testé chez les macaques étudiés. Donc cette réponse, plutôt cette question, il nous montre que pour la figure 1, les LTC, les lymphocytes T cytotoxiques, ils sécrètent des molécules signal qui vont être reçues par la LT4 qui est infectée, ce qui va conduire à donner un signal à cette cellule qui est infectée pour se suicider. Donc, nous avons ici des molécules signal qui vont conduire à entrer dans ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire une mort qui est programmée. Pour la figure B, les LTC, ils libèrent d'autres substances, ce ne sont pas des signaux, ils libèrent de la perforine et les granzymes. Ces substances, ils vont provoquer des perforations au niveau de la membrane de la LT4, ce qui va conduire à l'entrée des granzymes et de l'eau et les sels minéraux, ce qui va conduire aussi à un gonflement, et ces granzymes ils vont détruire l'ADN de ces cellules et par la suite la mort de la cellule. Donc la question qu'on vous attend est la suivante, plutôt la réponse. Donc l'explication de l'action du vaccin testé chez les macaques. L'utilisation du vaccin conduit à l'augmentation des LTC, ce qui conduit à la destruction des lymphocytes T4 infectés par le VIH à travers 2 voies qui sont la libération de la perforine et des granzymes et la libération des signaux qui vont provoquer la mort des cellules de la cellule infectée, ce qui va conduire à la diminution du nombre de LT4 infectés et diminution de la charge virale et enfin éviter l'apparition des maladies opportunistes. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.